Mathieu Cadic va venir nous présenter un projet. Donc c'est le local de l'étape. C'est un projet, donc là, un petit tertiaire par rapport à la question de tout à l'heure, un petit collectif, un petit bâtiment collectif, et local, puisque c'est sur Lyon. Bonjour à tous, Mathieu Cadic, je suis architecte à Lyon. Pour poser le cadre, j'exerce seul et le projet que je vais vous présenter fait effectivement partie des projets de petits logements collectifs, donc si ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Donc dans un petit projet de logement collectif, l'architecte que je suis devient un peu multitâche. C'est-à-dire que j'ai fait les études thermiques, très bien pour la caméra. J'ai fait les études thermiques, mais j'ai aussi eu un peu le rôle de l'AMO pour essayer de présenter et de persuader mes voisins, puisque le dernier rôle, c'est aussi celui du copropriétaire, puisqu'il s'agit de l'immeuble dans lequel à la fois je réside d'un côté et à la fois je travaille de l'autre. Donc nous occupons 2 lots sur 5. Alors c'est un petit immeuble qui se trouve dans le 3e arrondissement, mais à l'extrémité du 3e arrondissement, plutôt proche de Bron, à proximité immédiate de l'hôpital Grange-Blanche pour ceux qui connaissent. Pas de grande qualité architecturale spécifique, mais malgré tout, un immeuble construit au milieu des années 50, plutôt bien conçu, assez fonctionnel, et avec un grand avantage avant qu'on ne travaille dessus, c'est qu'il n'avait pas connu de grandes campagnes de travaux de rénovation. On peut simplement noter qu'au départ, c'était plutôt un logement individuel, puisqu'il s'agissait d'un logement en rez-de-chaussée, d'un logement pour la grand-mère à l'étage, et puis au 2e étage, plutôt des chambres d'étudiants, d'étudiantes, puisqu'on est à proximité des facultés de médecine. Donc la campagne, ça a été plutôt l'aménagement de logements, plutôt que des chambres, au milieu des années 90, avec la mise en place d'une ventilation gaz et l'installation de chauffage et de production d'eau chaude individuelle. C'est une copropriété qui a été créée au début des années 2010 et qui a été mise en copropriété privée à la même époque. En fait, vous l'avez peut-être compris, c'était une propriété familiale et au décès de la dernière personne, ça a été transformé et vendu par lot. C'est un immeuble en mâche-fer, comme beaucoup de patrimoine bâti sur la rive gauche du Rhône. C'est un immeuble donc, qui n'avait pas été beaucoup touché. On avait des façades qui sont existantes, donc enduites au ciment prompt. Les façades en elles-mêmes, mis à part la dégradation esthétique, ne souffraient pas trop. On avait 1 ou 2 fissures, pas plus. On a des balcons à l'arrière qui étaient filants. Ici, c'est une façade nord, c'est la façade nord sur rue. On avait des balcons à l'arrière qui souffraient d'éclatement de béton, mais dans l'ensemble, le bâtiment était plutôt sain. On avait une toiture qui était d'origine, donc pratiquement 70 ans, et un comble qui n'était pas isolé. Je l'ai dit, la production de chauffage était individuelle, avec la production d'eau chaude et une ventilation collective. Il y a aussi une cave semi-enterrée. Et au rez-de-chaussée, nous avions 2 logements. À l'occasion des travaux, il s'est trouvé par hasard qu'il y a eu un changement de propriétaire qui a acheté les 2 logements et qui les a fusionnés. Donc aujourd'hui, il y a 5 lots. Vous avez un propriétaire bailleur au 1er étage et tout le reste, ce sont des propriétaires occupants. Alors c'est un bâtiment qui est orienté parfaitement nord-sud, donc avec une façade nord sur rue et une façade sud à l'arrière avec des balcons qu'on aperçoit sur la modélisation en bas de la page.
Alors ces balcons ont un intérêt pour les logements rez-de-chaussée et R+1, c'est qu'ils forment aussi une parfaite protection solaire pour l'été, chose dont ne bénéficie pas le logement et le bureau que j'occupe à l'étage. La casquette du toit ne suffit pas à protéger de l'ensoleillement. Alors je l'ai dit, la conception est assez simple. On a les cuisines, généralement cuisine et salle de bain au nord, et toutes les pièces de vie, chambres au sud. On n'a pas d'ouverture à l'ouest, on est mitoyen à l'est, pardon. Et chose un peu exceptionnelle, on partage même un même mur, avec la maison qui se trouve à l'est. Donc je l'ai dit, on avait une toiture de 70 ans. C'était vraiment l'occasion de la refaire. On voyait que des chevrons commençaient à pourrir, donc on avait des infiltrations. Je pense que là, on était au bout de la vie de cette toiture. On a eu une injonction de ravalement, pour tout vous dire. On a su un peu à l'avance que c'était dans les tuyaux. On a contacté nous-mêmes la mairie pour que ça accélère, pour essayer de persuader aussi et d'embarquer nos copropriétaires là-dessus, sur le projet. L'enduit ciment prom et effectivement aucune isolation des parois. Donc aucune isolation de murs. La chance qu'on a eue, c'est que personne s'est engagé au milieu des années 2010 sur des travaux d'aménagement intérieur. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on a essayé, nous, en tant que nouveaux copropriétaires en 2014, de présenter ce projet de longue haleine tout de suite à nos voisins. On est tombé sur des personnes qui ne croyaient pas du tout en l'isolation comme on croirait en une religion. Donc ça nous a aidé à ce qu'ils ne fassent rien. On a quand même essayé, on était impatients, on a quand même changé des fenêtres. Des copropriétaires nous ont suivis, on a pu faire des commandes groupées. Donc ça, le poste fenêtre, à l'exception d'un logement, était déjà traité. Et puis, comme je l'ai dit, on a des copropriétaires qui ont pratiquement emménagé en même temps que les travaux allaient être lancés et qui se sont occupés de faire l'isolation du plancher bas. Pas de la façon dont on aurait imaginé, puisqu'ils l'ont fait plutôt par-dessus, parce qu'ils ont installé un plancher chauffant sur une chaudière gaz à condensation. Nous, en tant que copropriétaires, nous résidons sur la partie ouest pour le logement et j'occupe le bureau sur la partie est. Nous sommes sous les combles, nous nous sommes portés acquéreurs des combles. Effectivement, ça a fait partie de la négociation. En tant que copropriétaire, on a pris en charge l'isolation des combles. Ça a facilité, on va dire, le vote des travaux, grandement facilité le vote des travaux. Donc ça a été une isolation qui a été faite sous rampant, là où précédemment on avait un comble qui était inoccupé. Donc le programme des travaux, ça a été d'isoler les façades. On a fait le choix de le faire par l'extérieur puisque la plupart des logements avaient été aménagés et on avait sur ces parois mâche-fer des enduits plâtres qui étaient plutôt de bonne tenue, qui permettaient de bénéficier de l'inertie des murs et puis qui apportaient très certainement une bonne étanchéité à l'air des logements. Il ne restait plus simplement que peut-être les défauts, on va dire, de jonction, menuiserie, murs à traiter. Donc l'isolation par l'extérieur des murs et l'isolation de la toiture en rampant. Nous avons aussi consulté au préalable les services de l'architecte des bâtiments de France, qui nous a fait un retour disant qui n'était pas très favorable à l'ITE dans notre environnement, proche de l'hôpital Grange-Blanche, arguant du fait, et c'était tout à fait recevable, que l'ITE marquait trop l'intervention par la différence de nu sur les façades qu'on pouvait avoir, et nous a incité à traiter le soubassement, chose qu'on n'avait pas prévu au départ volontairement, puisqu'on était sur des rez-de-chaussée surélevés. Donc on a traité les soubassements, on les a traités en liège aussi. Donc, si je récapitule, on a donc le soubassement en liège, matériaux biosourcés, l'isolation des façades en fibre de bois, matériaux biosourcés, et l'isolation de la toiture en laine de bois, en sarking, matériaux biosourcés. Donc il a fallu travailler aussi sur l'intégration architecturale de tout ça.
notamment au niveau de la toiture. Heureusement, on avait une toiture qui se prêtait bien à un petit système. On n'a rien inventé, simplement on a regardé un peu les documentations des fabricants. On a coupé les chevrons et on a recréé des faux chevrons afin de garder un bandeau de toiture qui soit suffisamment fin pour ne pas afficher le sarking, ne pas avoir l'effet chalet. Ouais, j'oublie d'avancer. Voilà. Donc là-dessus, par rapport à la gouvernance de la copropriété, les projets collectifs sont ceux que je viens de citer, à l'exception de l'isolation de la toiture qui a été prise en charge, on va dire, de façon privative. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? Donc l'isolation du plancher bas. Sont venus se rajouter des choses qui n'ont pas fait partie du programme de travaux, mais qui ont été anticipées, qui ont été réalisées après, pour l'appartement du dernier étage, la mise en place d'un chauffage, d'un poêle bois-bûche, du fait qu'on ait grandement réduit les besoins, trouve tout son intérêt et sa pertinence. A l'inverse, on le voit sur les documents d'urbanisme qui avaient été déposés pour pallier aux défauts de protection solaire. Des stores avaient été prévus, ils n'ont pas encore été posés. Donc au niveau des gains, je vois pas très bien, mais grosso modo, on est dans les gains de 35%. On est passé d'une étiquette E, je crois, je connais pas par cœur, à D, mais très proche de C. C'est un peu le même cas que le premier exemple parisien, c'est-à-dire qu'on est sur un logement où on n'est pas intervenu sur les équipements et les fenêtres étaient déjà toutes changées à l'exception d'un seul logement où je dois dire que j'ai tout fait pour faire en sorte que ça ne soit pas obligé pour eux de les changer parce que sinon on allait se les mettre à dos et on risquait l'échec du vote. Donc c'était un peu une stratégie. On a essayé de travailler tous ces détails, donc on voit là en haut le détail que j'expliquais tout à l'heure, des chevrons qui ont été coupés et de venir mettre un faux chevron de manière à ne pas créer la surépaisseur. Ça a été l'occasion aussi de joindre l'isolation par l'extérieur avec le sarking pour faire quelque chose qui soit performant. Nous aussi, on a réfléchi, on a essayé de conserver le peu d'affichage architectonique qu'il peut y avoir sur la façade, qui sont les appuis de fenêtre. Donc nous aussi, on les a conservés avec des nez d'appui, avec une petite prudence qu'on a eue, parce que c'est vrai que je n'ai pas présenté aussi, on va dire, la sociologie de la copropriété. C'est que moi, je vous parle aujourd'hui, je suis architecte et je suis libéral. Il faut savoir qu'on a deux autres architectes dans la copropriété, à savoir mon épouse qui est cet architecte salarié dans une collectivité et un voisin qui est économiste et son épouse est architecte salarié dans une agence. Donc on a pu parler entre sachants. On va dire que la pauvre enseignante qui habite à l'étage n'a eu qu'à subir les choix qu'on a pu faire. Mais voilà, l'avantage c'est qu'il y a une sorte de challenge qui s'est mis en place et sur quelques années, on a fait évoluer le projet parce qu'on était là à se concurrencer sur nos savoirs respectifs. Donc on a été prudent, on a rajouté au nez d'appui une petite couvertine pour protéger les appuis. On a eu un peu peur d'étanchéité, de fissuration, de choses comme ça. On voit aussi le détail de sous-bassement qu'on a essayé d'intégrer et d'enterrer dans le terrain. Sous-bassement en liège. Donc là, quelques photos pendant les travaux. Là, simplement l'échafaudage mis en place, avec l'échafaudage qui remonte pour former garde-corps pour l'intervention des charpentiers. On voit en bas les aides, je vais pas les détailler. Simplement dire que de mémoire, on doit être sur 130 000 € de travaux. Si je fais l'addition, on est à 25 000 euros d'aide. On peut rajouter qu'on a eu des aides dont on ne s'attendait pas, parce que je pense qu'on a profité d'une période très, très favorable entre MaPrimeRénov et EcoRénov. C'est-à-dire qu'on a aussi profité d'aides MaPrimeRénov qui n'étaient pas prévues. Donc ça a été un petit plus. Peut-être m'attarder sur le choix des matériaux. Au départ, c'est vrai que par rapport au mâche-fer,
Je savais qu'il fallait quelque chose plutôt respirant, et j'étais plutôt orienté moi sur la laine de roche au départ. Et c'est en consultant les entreprises, même si j'avais en tête la fibre de bois, qui m'a dit qu'économiquement, vous savez, M. Cadic, on peut vous faire une proposition intéressante. Et c'est vrai que c'est à partir de là qu'on a plus réfléchi. On a vu effectivement qu'il y avait le système d'avis technique qui existait de Zolpan et Pavatex, et on est parti là-dessus. Et on a refait une consultation avec des pièces écrites sur cette base. Et finalement, l'entreprise qui a été retenue nous a amené au dernier moment des panneaux Isonat. Mais quand je vous dis au dernier moment, c'est vraiment quand ils ont livré. Donc c'est-à-dire quelque chose qui était hors avis technique. Donc là, on a un peu tremblé on a été vite rassuré entre guillemets parce que le CSTB nous a dit nous on a dû commencer les travaux, je vais vous dire n'importe quoi, mais mettons le 15 février, on s'est renseigné auprès du CSTB et en fait le 11 février était passé en commission le système Saint-Gobain avec Isonat Pavatex et la finition Weber. Mais n'était pas paru. Donc pendant quelques mois, effectivement, entre guillemets, on a été un peu en porte-à-faux par rapport aux assurances, par rapport aux syndics qui suivaient ça. Mais finalement, on a bien été pris en charge, les assureurs ont bien accepté. L'avis technique étant paru le 6 juillet alors qu'on avait fini les travaux. Donc ça a été un peu la petite bataille. Mais effectivement, on a pu employer Isonat, qui n'est pas apparu, mais qui est un fabricant local, même s'ils ont été rachetés par Saint-Gobain, mais c'est quand même un fabricant local. L'usine est à Mably. J'ai eu la possibilité de visiter, c'était avant que je sache qu'on est au cours. C'est très intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller visiter, je vous invite à le faire. On va passer... Oui. On vous laisse conclure et passer très vite aux questions. Voilà. En fait, c'est moi qui ai dérapé en termes de timing tout à l'heure. Donc j'ai moins que les 20 minutes, c'est ça? Je regarde mon chrono. Donc là, on voit l'illustration de ce que je disais. Et puis après, c'est des choses qui sont classiques sur la pose de l'isolant. Alors nous, on a fait une finition avec un enduit minéral base chaud de chez Weber. Donc un enduit traditionnel avec 3 couches. Vous dire aussi qu'on a fait le choix délibéré de ne pas isoler la façade sud parce qu'on avait des balcons filants, parce qu'il aurait fallu avoir un renforcement des ponts thermiques si on isolait ces façades. Il aurait fallu couper les balcons, ce qu'on a étudié pour avoir un meilleur usage, mais ce qui a été refusé effectivement par nos autres copropriétaires. Et puis c'est des balcons qui font 90 cm de large, donc on a préféré conserver l'usage. C'est une façade plein sud. Certains disent que sur des matériaux pisés, mâche-fer, on a aussi un gain. On a des apports qui passent par ces murs-là, qui est bien orienté. Là où on aurait pu aller plus loin, on a pensé à mettre des énergies renouvelables. Donc on a une toiture qui est orientée plein sud. Les ABF ont été stricts là-dessus et ça a été négatif. Moi, je ne désespère pas dans le temps. Les balcons, un jour, viendront un peu à bout. Je pense notamment au garde-corps sur lequel on a refait que de la remise en peinture. Je ne désespère pas que des produits évoluent et qu'on ait des panneaux qu'on puisse mettre en garde-corps pour faire encore évoluer dans une autre campagne de rénovation ce bâtiment. Là, l'illustration des tests pour la mise en place des chevilles, les travaux en cours d'enduit et le résultat final. Juste pour dire qu'effectivement, ce projet a beaucoup maturé, si on peut dire comme ça. On a eu 2 refus en AG avant d'arriver à la bonne solution avec les bonnes personnes, notamment, puisqu'il y a eu quelques changements de copropriétaires entre-temps. Donc là où nous, nouvel occupant en 2014, on avait ça très rapidement en tête. Finalement, on est arrivé à un projet qui s'est beaucoup affiné, mais qui a pu être réalisé en 2021. Donc on devine sur les grosses copros la pertinence d'avoir un AMO en aidant quand on voit que même sur une petite copro avec quasiment que des sachants, il faut quand même arriver à un vote favorable aux travaux. Là-dessus, effectivement, on a été un peu accompagné, beaucoup par l'ALEC qui est venu faire la personne un peu indépendante, parce que c'est vrai qu'entre copropriétaires, il y a quand même des questions de confiance qui se posent.
Et donc d'avoir recours à une personne indépendante, et en l'occurrence, ça a été l'ALEC, donc quelque part un peu la métropole qui a fait ce rôle-là d'objectiver les travaux, les études qu'on a pu faire. Merci beaucoup de cette présentation. Donc là, il y a 5 minutes pour quelques questions. S'il y a une ou deux questions, il faut démarrer tout de suite, vu qu'il n'y a que 5 minutes. Voilà. Hop, une première question ici. Bonjour, Maxence Barrault, Bureau d'études, économiste. Une question vis-à-vis, donc technique, vis-à-vis de la non-isolation de la façade sud. Moi, ça me pose question simplement vis-à-vis des différences de température et donc de condensation, migration d'humidité. Voilà, je ne sais pas si ça a été un sujet, comment vous avez abordé cette question. En fait, il n'y a aucun problème de condensation, d'humidité. Alors, je ne peux pas vous dire d'où ça vient, du fait de la bonne étanchéité des parois, de la bonne ventilation des logements et aussi de la bonne orientation. Vous avez vu aussi, et je ne l'ai pas dit, que c'est une façade sud qui est très percée aussi. Donc en fait, le gain thermique par rapport au coût n'était pas très intéressant. Ça a été aussi ce choix-là sur la façade est, même si on avait 50% des murs qui étaient mitoyens, donc 50% de la paroi pas déperditive. Les 50% restants, on ne les a pas isolés parce que le gain thermique sur un calcul réglementaire, moi je me suis limité à ça, par rapport au coût n'était pas cohérent ou opportun. Et l'épaisseur du mâche-fer ? 40 cm. Donc c'est une des clés aussi. On a 40 cm d'un matériau qui n'est pas hyper conducteur. Donc la réponse ne serait pas la même si on avait un voile béton de 20 cm. C'est le pisé de mâche-fer caractéristique. Oui. Une autre question ? Ou bien vous avez tous envie qu'on passe à la pause ? Allez, une deuxième question. Bonjour, François Monet à la prescription Pavatex. Je voulais savoir si vous aviez fait une étude de coût de différence de prix entre la laine de roche et la fibre de bois. Alors, si on peut dire que l'étude de coût est passée par la consultation, oui, et c'était similaire. Sincèrement, c'était similaire à cette époque-là. Tout à l'heure, il a été soulevé le fait que les matériaux bois avaient fortement augmenté. Ils ont monté, ils sont descendus. Les autres matériaux conventionnels ont pris aussi lourd dans les 3 dernières années. Donc là, le différentiel n'a pas forcément changé ou peut-être changé à l'avantage de la fibre de bois. À voir, mais c'est vrai que ça fait le yo-yo là et que la photographie, je dirais, d'il y a 6 mois n'est pas forcément la même que celle d'il y a 1 an et celle d'actuelle et celle dans 6 mois. Et on n'était pas du tout dans les pénuries. On est passé à 2 mois près, on est passé juste avant tous ces problèmes-là. Donc les entreprises avaient fait leurs commandes. 3e question. Oui, bonjour. Noël Turpin, architecte. J'ai noté au passage qu'en façade nord, les tableaux n'ont pas été isolés pour la conservation des persiennes. Du coup, le pont thermique est sensible. Ça génère quoi au bilan ? Alors, au bilan, effectivement, il reste des ponts. Ça a été intégré dans les calculs. Et on va dire, dans l'usage, il n'y a aucune apparition de moisissure ni de condensation, mais ça vient aussi certainement du matériau et de son épaisseur, de sa porosité et du fait qu'elle soit beaucoup moins conducteur. Juste dire que dans les calculs thermiques, j'avais rentré une valeur qui se rapproche plus du bois massif que la valeur qui est donnée pour le mâche-fer dans le réglementaire. Pourquoi j'ai fait ça ? Et ça a été validé par l'ALEC. Simplement, on a eu des retours d'expérience et des conférences et des séminaires où cette valeur-là est ressortie. Donc c'est quand même plus favorable et plus proche de la réalité. Donc maintenant, ça a été accepté par l'ALEC. Je crois maintenant, ça a été généralisé. Mais à l'époque, voilà, on avait demandé cette autorisation-là puisque ça avait été un retour d'expérience. Alors, dans la carte tout à l'heure des spécificités locales, j'ai mis en avant la connaissance locale par rapport à la terre crue. J'ai failli mettre, mais j'avais plus guère de place. Alors, l'usine Isonate, je pense que c'est un acte manqué de ma part.
Voilà, j'ai plus d'acquaintance avec certains qu'avec d'autres. Donc là, je ne peux pas assumer autrement que comme ça. Mais au niveau local, il y a aussi une compétence réelle sur le mâche-fer. En fait, il y a un groupe mâche-fer qui s'est mis en place au niveau national. Il me semble que plus de 50% des acteurs de ce groupe mâche-fer sont de la région Rhône-Alpes, voire de Lyon Métropole. Donc il y a une connaissance aussi sur ce sujet-là. Oui, moi si je peux me permettre, je pense que c'est un enjeu très important, notamment en rive gauche. Il y a un patrimoine énorme de petits immeubles, même des immeubles jusqu'à 7 étages, et des pavillons évidemment, pavillons en étreinte, qui sont construits en mâche-fer et pour lesquels il faudra trouver, nous architectes en tout cas, des solutions d'amélioration, des solutions de rénovation. En tout cas, merci beaucoup. On va maintenant passer à la pause.